Le 16 septembre, je me suis adressée à la première Assemblée nationale populaire en remarquant que le projet de constitution de la République populaire de Chine proclamait notamment que toutes les nationalités pouvaient établir les règles de gouvernance de leur autonomie et mettre en place des réglementations distinctes en accord avec leurs caractéristiques particulières de développement, de sorte à être en mesure d'exercer une pleine autonomie. À ce moment-là, j'avais été nommée vice-présidente du comité directeur de la République populaire de Chine. Pendant mon séjour à Pékin, j'ai rencontré Mao à plusieurs reprises, de même que d'autres dirigeants, dont Zhou Enlai et Deng Xiaoping. J'ai aussi été présentée à de nombreux dirigeants internationaux, dont le Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, le premier secrétaire soviétique, Nikita Khrouchtchev, et le Premier ministre Biram Ounou. Chaque fois que je disposais de temps libre, je suivais des cours avec mon tuteur principal, Ling Rinpochen, sur la section perception du grand livre de la progression vers l'éveil de Tsongkhapa, très dense d'un point de vue philosophique. Officiellement, j'étais encore un étudiant qui préparait ses examens pour le Geshe Iharam. Une expérience mémorable pendant mon séjour a été de diriger un enseignement bouddhiste officiel. En fait, une importante cérémonie d'initiation à une pratique de méditation, la Vajrabherava, devant un parterre de bouddhistes chinois adeptes du bouddhisme tibétain. Lors de cet enseignement, mon traducteur était un moine chinois, Fatsun. Il m'a informé qu'il travaillait à une traduction tibétaine d'un texte philosophique bouddhiste majeur, la Mahavibhasha, une œuvre datant du IIe siècle, qui n'avait survécu que dans sa traduction chinoise. À l'époque, Fatsun avait déjà traduit le grand livre de la progression vers l'éveil, l'œuvre majeure tibétaine que Tsongkhapa avait écrite au XIVe siècle. Ensuite, je suis partie faire une tournée dans diverses villes chinoises, comme Tianjin, afin d'observer comment le gouvernement communiste avait industrialisé le pays. Phuntsok Wangyal m'avait été assigné en tant qu'interprète et j'étais également accompagnée d'un cadre communiste. Liu Jeping, membre de l'ethnie minoritaire Hui, musulmane, j'ai rencontré de nombreux membres du parti, de divers rangs, dont certains étaient vétérans de la Révolution et beaucoup de communistes sincères. Pour l'anecdote, Xi Jinping, le père de Xi Jinping, le dirigeant actuel de la Chine, était l'un d'eux. Il avait une personnalité affable et semblait très ouvert d'esprit. Je l'aimais vraiment bien. On m'a dit qu'il avait chéri toute sa vie la montre bracelet que je lui avais offerte à l'époque. J'étais impressionnée par la détermination et la résolution que beaucoup de ces révolutionnaires de la première génération affichaient. De même que par le succès évident qu'avait rencontré leur tentative de créer une société plus égalitaire, j'ai beaucoup appris sur le marxisme-léninisme. Et j'ai été particulièrement frappée par la façon dont la théorie économique marxiste insiste sur une distribution équitable des ressources plutôt que sur la génération de profits. L'idée de prendre soin des moins privilégiés et de la classe ouvrière est merveilleuse. S'opposer à toute forme d'exploitation et s'efforcer d'atteindre une société sans frontières nationales sont d'excellentes idées. Comme j'y ai été exposée pendant toute ma jeunesse, ces aspects de la pensée socialiste m'ont profondément impressionnée, à tel point que je me décris parfois comme étant mi-bouddhiste, mi-marxiste. Néanmoins, alors que j'y ai réfléchi pendant toutes ces années, ce qui manque au marxisme, c'est la compassion. Son plus grand défaut est sa totale négligence des valeurs humaines basiques et la promotion délibérée de la haine envers la lutte des classes. En outre, avec le temps, dans le cas de la Chine communiste, le marxisme semble avoir cédé sa place au léninisme, le contrôle du peuple par le parti étant devenu le premier objectif. Pendant cette tournée en Chine, j'ai bénéficié d'une opportunité rare, effectuer un bref séjour en Mongolie intérieure. C'était une expérience émouvante, étant donné que la longue association et la proximité spirituelle des Tibétains et des Mongols. Mais j'avais beau trouver cette tournée chinoise éducative et agréable,
La plupart de mes officiels, et notamment de mes 2 tuteurs, s'en désintéressaient totalement. Alors quand on nous a annoncé qu'il n'y aura plus de visites touristiques, tout le monde a poussé un soupir de soulagement. Ma mère en particulier n'aimait pas son séjour en Chine, et surtout le programme touristique trépidant. À un moment, elle a même souffert d'une forte grippe. Comme je suis rentrée à Pékin peu avant Losar, le nouvel an tibétain, j'ai décidé d'organiser un banquet et d'inviter le président Mao et d'autres hauts dignitaires chinois, Zhou Enlai, Zhu De, Liu Shaoqi. Tous ont accepté et la célébration était mémorable. Un jour, le président Mao s'est présenté inopinément dans mes quartiers. Pendant cette rencontre, il m'a demandé de but en blanc si le Tibet avait un drapeau national. Quelque peu nerveusement, j'ai répondu oui. Et il m'a déclaré qu'on pouvait très bien le garder. La prise de position surprenante de Mao impliquait que, du moins à l'époque, le modèle de réunion de diverses nations au sein de la République populaire de Chine qu'il avait en tête correspond à celui des républiques de l'Union soviétique. De fait, je sais que Mao avait donné l'ordre aux officiels chinois stationnés au Tibet, Jian Jingwu, Jiang Guohua et Fan Ming, de déployer le drapeau tibétain à côté de l'étoile rouge chinoise, ainsi que ma photo à côté de la sienne. Plus tard en exil, quand des Tibétains ou des soutiens à la cause tibétaine étrangers m'accueillaient dans mes déplacements internationaux, je leur disais que Mao en personne nous avait donné la permission de conserver notre drapeau. Aujourd'hui, malheureusement, le drapeau tibétain est illégal au Tibet et quiconque est trouvé en sa possession va en prison. Avant mon départ de Pékin, j'ai eu un dernier entretien avec Mao. Il semblait très content et m'a dit de communiquer directement avec lui par télégraphe, en précisant que je devrais former des Tibétains de confiance à s'en servir. Puis il s'est approché et m'a déclaré « Vous avez un esprit scientifique, et ça, c'est très bien. J'ai observé votre réflexion et vos activités pendant tous ces mois. Votre esprit est très révolutionnaire. » Il m'a donné de très bons conseils pratiques pour gouverner, et j'ai pris des notes. Quand la réunion touchait à son terme, Mao m'a dit « Vous avez une bonne attitude, vous savez. La religion est un poison. Elle réduit la population parce que les moines et les nonnes doivent rester célibataires et elle néglige le progrès matériel. » J'ai été secouée et j'ai tenté de dissimuler mes sentiments en me penchant en avant, comme si j'allais écrire quelque chose. C'est alors que j'ai su, malgré tous les indices d'un dialogue positif, il était encore le destructeur de Bouddha Dharma. Tandis que je préparais mon voyage de retour à Lhasa, en mars 1955, et malgré les derniers commentaires déconcertants de Mao à propos de la religion, j'avais encore l'espoir d'épargner à mon peuple les pires conséquences de l'occupation chinoise. Je considérais que ma visite de 6 mois avait été utile sur 2 points. Elle m'avait montré ce que nous affrontions exactement, et elle avait apparemment persuadé les dirigeants chinois de ne pas mettre à exécution leur projet initial de gouverner le Tibet directement depuis Pékin, à travers un comité militaire et politique. Nous semblions avoir reçu une promesse de ferme autonomie. De fait, sur le chemin du retour, j'ai rencontré Jiang Guohua, le général chinois en poste à Lhasa, qui allait lui-même à Pékin. Je lui ai avoué qu'en partant en Chine, j'étais pétrie d'angoisse, mais qu'en rentrant, je ressentais davantage d'espoir et de confiance. J'avais une certaine foi dans le fait que nous pouvions travailler avec les Chinois. Le Tibet pouvait être modernisé et son peuple serait en mesure de vivre sur un pied d'égalité relative avec la majorité des Chinois au sein de la République populaire de Chine. J'ai travaillé sans relâche à trouver un compromis pérenne qui libère ma nation et mon peuple dans le cadre des contraintes de l'accord en 17 points. J'ai tenté d'instaurer certaines réformes, notamment établir une indépendance de la justice, encourager les propositions pour le développement d'une éducation moderne et construire des routes modernes. La tâche s'est révélée désespérée,
car constamment miné par les militaires et les civils de la Chine communiste, stationnés au Tibet avec un ressentiment croissant du peuple tibétain face à la répression et le risque d'une révolte spontanée. Mes efforts étaient bloqués à chaque étape par les fonctionnaires et les militaires chinois. Le comité préparatoire à l'établissement de la région autonome du Tibet, censé donner aux Tibétains l'autonomie quant au processus de réforme et dont j'étais le président, s'est révélé n'être qu'un simulacre, alors que le véritable pouvoir était entre les mains des Chinois. Les promesses et les assurances reçues à Pékin se sont révélées creuses. Mes messages à Mao ne recevaient aucune réponse. Tout au long des nombreux désastres et des actes indicibles perpétrés contre les Tibétains qui allaient suivre, j'ai écrit à 3 reprises au président Mao, en m'assurant la 3e fois que la lettre lui était remise en main propre.